Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Elena Morna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Olivia. Bonjour Elena. Soyez les bienvenus chez les experts Europe 1. Aujourd'hui jeudi, c'est le jour de la santé et nous parlons des ondes électromagnétiques. Un sujet à controverse, une étude tous les 2 mois et chacune d'elles annule les résultats de la précédente. Smartphone, tablette, Wi-Fi, les ondes électromagnétiques sont partout. Tous ces outils du quotidien ont-ils un effet néfaste sur notre santé? Alors visiblement non, d'après notre gouvernement. La proposition de loi des députés écologistes visant à limiter l'exposition aux ondes et l'instauration du principe de précaution vient d'être rejeté. Pourtant, en 2011, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les ondes et les téléphones portables Wi-Fi et antennes relais comme potentiellement cancérigènes. À défaut de prouver scientifiquement leur dangerosité, quelles mesures de précaution s'imposent? On en parle avec les experts Europe 1 et avec vous. Les ondes électromagnétiques, quels sont les dangers et les façons de se protéger? C'est la question des experts Europe 1 en partenariat avec Doctissimo. Vous êtes hypersensible aux ondes électromagnétiques. Quels sont vos symptômes? Depuis l'installation d'un boîtier Wi-Fi, vous avez des maux de tête, des troubles de concentration ou d'endormissement. Elena Morna et les experts Europe 1 attendent vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Avec les experts Europe 1, nous allons surtout tenter d'y voir plus clair sur les effets réels reconnus et les effets supposés des ondes électromagnétiques. Nos 2 ondes sensuelles, Hortense Diftin et Roland Pérez, seront au rendez-vous. Les ondes électromagnétiques en question, c'est maintenant sur Europe 1. Les experts Europe 1. Elena Morna. Pour en savoir plus sur les ondes électromagnétiques, je suis entourée de 3 experts. Sophie Lemonnier, notre experte santé, médecin et directrice de la rédaction de Fréquence M. Bonjour Sophie. Bonjour Elena, bonjour à tous. Avec nous également Jesus Cardenas, directeur médical de Doctissimo, notre partenaire qui sort donc ce mois-ci un dossier dans son numéro 2, d'ailleurs, sur les ondes électromagnétiques, les dangers et comment s'en protéger. Bonjour Jesus. Bonjour. Et enfin, professeur André Oringo, membre de l'Académie nationale de médecine, chef du service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour professeur. Bonjour madame. Après je vous appelle André. Oui. Et vous, chez vous, que pensez-vous des ondes électromagnétiques, dangereuses ou pas? Écoutez les réponses recueillies par Margot Bornet. Je connais rien sur les ondes électromagnétiques, par les gens qui se mettent du papier d'alu sur la tête. C'est facile d'agiter les gens sur une antenne, ça mobilise tout de suite. C'est assez ridicule parce qu'il y en a plein partout. Moi j'en ai une en face de chez moi. Je connais des gens qui ont peur de leur micro-ondes et qui n'en ont pas. En fait, j'ai pas d'avis dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a il y a que des avis contradictoires. Il y a moi j'avoue que je dors avec mon téléphone près de moi allumé et je pense quand même que ça doit avoir une incidence sur le cerveau, mais après... Je pense que ça doit avoir des effets dans le corps humain qu'on ne soupçonne pas. La faim, l'angoisse, l'insomnie, il doit y avoir de cause à effet quelque chose qui doit avoir un lien, à mon avis. Alors on va revenir sur tout ce que l'on vient d'entendre. Ce que j'entends, c'est surtout qu'on ne sait pas grand-chose aujourd'hui. On n'a peut-être pas assez de recul. Vous nous en direz plus. J'aimerais juste d'abord qu'on fasse un point, qu'on définisse exactement ce que sont les ondes électromagnétiques. De quoi parle-t-on exactement? Alors, les ondes électromagnétiques, c'est un domaine très vaste qui comprend la lumière, par exemple, que l'on voit, qui comprend les ondes de radio d'Europe numéro 1, qui comprend les rayons X, les rayons gamma. Et donc, cet immense champ qui partage des propriétés physiques identiques, on le divise pour la santé entre les champs électromagnétiques les plus énergétiques, qu'on appelle des rayonnements ionisants, qui vont être capables d'attaquer notre organisme, et les rayonnements non ionisants, qui sont de beaucoup plus faible énergie et qui sont, pour autant qu'on sache, sans danger. Alors, je voulais juste qu'on fasse un petit point avec vous, professeur Oringo. Vous avez été consultant, c'est vrai, pour EDF, pour Bouygues Télécom, ce qui vous a valu déjà pas mal de critiques, des problèmes de conflits d'intérêts. Est-ce que sur un sujet comme sur celui-ci, on peut être à la fois jugé parti? Alors tout d'abord, je dirais que en ce qui concerne Bouygues Télécom, j'ai été sollicité comme expert et j'étais expert bénévole, c'est-à-dire j'ai été pas payé. La deuxième chose, c'est que une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Bouygues Télécom est venu me chercher moi plutôt que Robin des Toits ou Priartem. Et enfin, je dirais que il est
à mon avis, normal qu'une entreprise se soucie de l'impact que peuvent avoir ces dispositifs. Et ça, il n'y a pas d'autres personnes que des médecins qu'ils n'ont pas dans leur entreprise qui peut leur donner des renseignements. Et quand c'est un médecin physicien, finalement, c'est encore mieux. Voilà. Non, mais voilà, je voulais juste qu'on fasse le point, comme ça c'est clair, puisque on a déjà reçu quelques mails. Et c'est pas une émission de débat, on est là pour apporter des informations. Sophie ? J'ajouterais que pour moi, il est impossible qu'un véritable expert, quel que soit le domaine, n'ait pas eu à un moment ou à un autre des contacts avec un industriel du domaine. Sinon, c'est pas un vrai expert. Voilà. Bon, voilà, on a un vrai expert avec nous. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais aussi préciser. Le problème se pose de la même façon dans l'industrie pharmaceutique qui maintenant se retrouve avec les nouvelles lois un petit peu démunis de véritables experts, parce qu'il est vrai que ce sont les bons entre guillemets, qui sont sollicités. Voilà. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2013. Est-ce qu'on a les outils qui permettent de mesurer cette explosion dont je parlais d'ondes électromagnétiques? Et avons-nous d'ailleurs assez de recul pour en évaluer les risques et les dangers? Ressous? Il y a un certain nombre d'arguments pour d'indicateurs sur la dangerosité des sondes et notamment les radiofréquences. Il faut savoir que depuis 2002, dans les spectres des rayonnements non ionisants, il y a les sondes des très basses fréquences qui sont celles de l'électricité. Et à cette époque, ces sondes-là avaient été signalées comme possiblement cancérigène pour l'homme. Potentiellement, donc, voilà. Déjà, dès 2011, c'est l'OMS. Voilà, dès 2011, on retrouve ces sondes-là. Aujourd'hui, plus récemment, on trouve la même chose avec les radiofréquences qui, elles, sont pointées du doigt depuis, on va dire, la démocratisation du téléphone portable de Wi-Fi. Mais la grosse difficulté, c'est qu'il y a énormément d'études, d'une part épidémiologiques et d'autre part des études qui sont plus d'ordre recherche fondamentale. Et les problèmes qui se posent, c'est l'interprétation des résultats. C'est ça. Et c'est là que la polémique fait rage, parce que il est extrêmement difficile d'interpréter des résultats. Les études épidémiologiques, parce que les reculs n'est pas suffisant pour certains. La dose reçue par la population n'est pas mesurée pour d'autres. On avance aussi les principes qu'on est dans un environnement où il peut y avoir d'autres polluants. Et donc, on ne sait pas d'où ça vient, ou un cancer, ou une maladie d'Alzheimer, etc. Sophie ? Et voilà. Oui, moi je voudrais juste dire que il y a cette suspicion vis-à-vis des ondes. En fait, elle vient de quoi? Elle vient de ce que certaines, c'est vrai, sont toxiques. Mais comme l'a dit tout à l'heure le professeur Oringo, c'est celles qui ont des fréquences tout à fait différentes qu'on appelle les rayons ionisants. C'est les rayons X qui eux traversent, comme les autres ondes, hein, les ondes dont on parle aujourd'hui traversent le corps aussi. Mais les rayons X, ces rayons-là sont tout à fait différents. Ils abîment. Ils sont ionisants, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils écorchent, je dirais, l'atome, ils font partir des électrons, ils entraînent des réactions chimiques. Ce sont des rayons qu'on utilise pour les imageries médicales, pour la radio, voilà. Pour les échographies, etc. Ceux-là sont effectivement dangereux, reconnus comme tels en tout cas. Non, je voudrais ajouter 2 points importants. Le premier point, c'est que, contrairement à ce que l'on lit, il n'y a pas de raison physique et biophysique a priori de suspecter les ondes d'être dangereuses, alors qu'on a l'impression que c'est l'inverse dans l'esprit des gens. Ces ondes sont forcément dangereuses et si on l'a pas prouvé, c'est qu'on n'a pas mis les moyens pour le faire. Or, c'est pas vrai. Ces ondes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ajoutent un petit peu, elles sont absorbées en partie par le corps et elles ajoutent un petit peu de chaleur. Voilà. Alors, ce petit peu de chaleur, il faut voir ce que c'est, hein. Avec une antenne, 1 volt par mètre, c'est une augmentation de puissance, si vous voulez, de 1 millième de watt. 1 millième de watt, c'est 80 000 fois plus faible que notre métabolisme au repos. C'est-à-dire quand on est allongé, même là assis, c'est plus que ça. Hein. Voilà. Donc c'est ça la réalité. La première réalité, c'est qu'il n'y a pas de raison a priori de suspecter quoi que ce soit. La deuxième réalité, c'est qu'on parle par exemple de tumeurs cérébrales, etc., etc. Or, on n'a vu aucune augmentation des tumeurs cérébrales malgré maintenant des milliards d'utilisateurs.
réfrigérateurs. Donc il faut quand même aborder les choses avec un minimum, je dirais, de bon sens, en faisant attention à la crédibilité et en faisant attention notamment et en détaillant très très attentivement les études. Les études, c'est pas parole d'évangile. Quand les experts de l'AFCET ont étudié dans leur rapport 2009 les études, ils avaient 226 études récentes sur les effets biologiques, ils en ont gardé que 90. Il y en avait plus de la moitié qui étaient bonnes à mettre à la poubelle. Voilà la réalité. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe quand même une pollution électromagnétique ou pas, dans la mesure où il y a eu une multiplication des antennes relais, des téléphones portables, du Wi-Fi, donc une exposition plus importante? Oui, alors quand vous parlez de pollution électromagnétique, il y a tout de suite un jugement de valeur. Parce que j'ai dit pollution. Parce que vous avez dit pollution. C'est comme si je disais, il y a 3 femmes ici, il y a une pollution par le parfum. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que vous n'en mettez pas, vous, du parfum? Mais non, mais vous n'apprécieriez pas, alors que c'est quelque chose de plutôt positif. Voilà, donc il y a effectivement des sources très diverses de rayonnement électromagnétique, mais c'est pas du tout nouveau. Depuis l'apparition de la télévision, par exemple, il y a des ondes électromagnétiques qui sont dans la gamme de fréquences à peu près, avec les mêmes effets en tout cas que ceux des portables ou des antennes de portables. Oui, puis il faut se dire aussi que tout l'électroménager que l'on a autour de soi émet des ondes, les réfrigérateurs, les piles, enfin tout. Et j'ai juste un chiffre, on estimait que dans les années 70, nous étions exposés aux ondes uniquement 4 heures par jour, et aujourd'hui on est constamment exposé. Voilà, 24 heures sur 24. Alors, on va revenir, si vous le permettez, sur les effets de ces ondes et puis savoir comment s'en protéger. Finalement, c'est ce que vous proposez, Ressus, dans Doctissimo. Les réponses des experts européens et vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. On se retrouve après la pause avec en prime les conseils d'Hortense Diftin. Les experts européens. Les ondes électromagnétiques, quels sont les dangers et les façons de se protéger? Vous passez beaucoup de temps au téléphone ou votre ado dort avec son téléphone sous son oreiller? Quels sont les risques? Elena Morna et les experts européens attendent vos questions et vos témoignages au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Sophie Lemonnier, professeur André Oringo et Jesus Cardenas du mensuel Doctissimo, notre partenaire, sont les experts européens. Et voici celle qui a une solution pour se protéger donc des ondes électromagnétiques et toutes les ondes en général. La solution radicale des experts européens, c'est donc Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena. Alors vous seriez sensible aux ondes électromagnétiques, surtout dans le bus. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, parce que les ondes électromagnétiques, ça peut faire peur. Ouais, il paraît que ça pourrait être dangereux, mais enfin, on ne sait pas trop. Mais comme tout ce qui est un peu nouveau, on a toujours un peu peur, ça angoisse. Alors du coup, il y a des spécialistes, j'ai lu, qui font des études sur les ondes. Alors, par exemple, le téléphone portable pourrait donner le cancer du cerveau et abîmer les oreilles. Alors ça, que le téléphone portable puisse rendre sourd, pas besoin d'être chercheur au CNRS pour s'en rendre compte. Il suffit de prendre le bus. Désolé. Mais moi, ce qui m'épate surtout, c'est que ça puisse donner des cancers du cerveau. Parce que déjà, pour avoir un cancer au cerveau, il faudrait déjà en avoir un de cerveau. Et quand on entend certaines conversations téléphoniques ou quand on lit certains textos, on se dit qu'une grande majorité d'utilisateurs de mobiles ne risquent plus grand-chose à ce niveau-là. Ou alors, ils l'ont perdu. On ne sait pas. Alors, en revanche, moi, je sais pas si c'est les ondes ou le fait que je sois assise à côté d'eux dans le bus, mais ça me file de sacrés maux de tête. Alors, j'ai lu aussi qu'il paraîtrait que les radars aussi émettraient de mauvaises ondes. Alors là, pour le coup, ça me surprendrait pas plus que ça. Parce que dès que j'en vois un sur le bord de la route, je me sens toute chose. J'ai des palpitations, j'ai la mâchoire qui se crispe, il y a le pied droit qui devient beaucoup plus léger, les yeux qui vont très vite de bas en haut, de gauche à droite, et j'ai une énorme envie de dire des gros mots façon syndrome de Tourette. Je sais pas, c'est bizarre. Ça doit être les ondes. Alors Nathalie, ça doit faire un effet sur beaucoup de gens, ça. Alors Nathalie me dit que je me moque, mais que c'est hyper sérieux et que elle, en plus du feng shui, pour faire circuler les bonnes énergies, elle a collé un patch sur son téléphone et dès qu'il sonne, elle part en courant parce que c'est là où il paraît que c'est le plus mauvais, c'est quand il sonne. C'est un peu couillon pour décrocher. Alors elle s'est fabriqué un lit à baldaquin en fil d'argent et elle s'emballe tous les soirs pour dormir dans du film plastique façon bleu de printemps. Et elle s'est débarrassée de tout ce qui était télé, ordi et machine à laver. Alors la télé, l'ordi, j'ai compris. En revanche, pour la machine à laver, j'ai pas bien compris. Mais enfin, a priori, elle adopte le principe de très 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 grande précaution.
Parce que toujours suivant Nathalie, il paraît que l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, c'est pas la réglade. Il y aurait même près de 500 personnes qui en souffriraient en France. Alors, on sait pas le nombre exact parce qu'elles se cachent. Elles sont au fond des bois ou dans des grottes. Faut faire gaffe quand vous vous baladez en forêt de pas les effrayer. Mais moi, je crois surtout que vous risquez d'en croiser beaucoup en HP. Enfin bref. Alors moi, un hôpital psychiatrique. Je crois que c'était dans le bus qu'on les croisait le plus. Ouais, aussi, c'est peut-être quand ils vont du bus à, je ne sais pas. Alors en fait, si j'osais, Elena, j'aurais envie de dire à demain sur les ondes, mais j'ose pas. C'est une super chute, vraiment bravo Hortense. Je voudrais juste revenir sur ce qu'elle vient de dire. Vous allez remettre le micro en face de vous. Le radar. C'est quoi cette histoire? Je vous ai vu noter quelque chose. C'est un échographe, les radars. J'ai noté simplement que les radars de la route émettent effectivement, mais avec des énergies très faibles. Ils n'ont pas besoin d'émettre avec des énergies élevées, mais qu'en revanche, les grands radars, les radars par exemple qu'il y a dans les aérodromes, les radars militaires, eux sont extrêmement dangereux parce que ça a une puissance considérable. Il y a eu des accidents graves à cause de ces radars. Alors, elle parlait du cancer du cerveau, donc pour ceux qui en ont, je parle du cerveau, Hortense. Les débats sur l'impact sanitaire des ondes émises par les téléphones portables, les boîtiers Hi-Fi, les antennes relais, il n'est toujours pas tranché à ce jour, on en a parlé tout à l'heure. Et pourtant, l'OMS a donc classé ces ondes comme potentiellement cancérigènes. Potentiellement cancérigènes, ça veut dire quoi? Dans quel cas ça peut l'être? Dans le cas des radars militaires, comme vous nous le disiez à l'instant? Non, les radars militaires provoqueront des effets immédiats, c'est pas des effets de cancérisation. Ce que veut dire... D'abord, il faut savoir que le CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer, qui fait ces classements, est un organisme prudent. Par exemple, dans sa classification, il n'y a aucune place pour non cancérigène. Ça n'existe pas. C'est probablement non cancérigène, et encore dans cette catégorie, on ne trouve qu'une seule chose. Dès qu'il y a une étude plus ou moins bien faite qui a montré quelque chose, même si elle a été démentie après, les gens du CIRC ont tendance à classer un petit peu dans les séries, possiblement. On ne sait pas, on ne peut pas exclure que, etc. Et dans le 2B, qui est là où se trouvent les radiofréquences, vous allez trouver aussi le café, les pickles, le caoutchouc, etc. Donc des on choses. Est cerné. Voilà, la liste est très 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 longue. Je crois que dans le classement en 2B des portables, puisque au début c'est ça qui a été fait, il y a eu une grande attention portée à l'étude Interphone. Or l'étude Interphone, moi 2 ans avant qu'elle paraisse, je suis désolé, c'était chez un de vos confrères, c'était au quotidien du médecin, j'avais expliqué que cette étude, elle ne donnerait rien. Et ces résultats sont complètement abracadabrants. C'est-à-dire que ce que montre l'étude de base, c'est que les gens qui sont des utilisateurs du portable sont protégés des tumeurs cérébrales. Ils en font moins que les autres. Alors les auteurs ont dit mais ça doit être des biais, c'est pas vrai, ça doit être quelque chose. Bon. Et puis ils ont fait à ce moment-là des petits sous-groupes, ils ont regardé si telle petite population pouvait pas, etc. Et dans un sous-groupe, ils avaient une probabilité très forte de trouver quelque chose, puisque à chaque fois il y a 5% de chances de trouver. Donc si vous regardez dans beaucoup de groupes, vous allez trouver. Ils ont trouvé une augmentation chez les utilisateurs qui téléphonaient très très longtemps. Mais ils disaient c'est pas très fiable parce que ils rapportent des durées de communication. Il y en a certains qui disaient qu'ils téléphonaient 12 heures par jour. Voilà. Et eux-mêmes les auteurs avaient montré que leur questionnaire n'était pas fiable et que les gens racontaient n'importe quoi. D'accord. Voilà. Donc CQFD, on ne peut pas se fier à ces fameuses études. Pourtant, c'était une étude qui était très large, qui recouvrait, je crois, 13 pays, donc avec des modes de fonctionnement un petit peu différents, près de 60 000 personnes, et qui a coûté beaucoup d'argent. Bon, enfin, elle était nécessaire. Alors, dans les faits, aujourd'hui, Hortense l'évoquait aussi tout à l'heure, on entend parler de personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques, notamment des enfants. Si le gouvernement a rejeté la proposition de Europe Écologie Les Verts, ils ont quand même retenu que dans les crèches et dans les écoles maternelles, désormais, il ne faudrait plus de connexion Internet Wi-Fi, mais Ethernet, c'est-à-dire des connexions filaires. Donc, mesure de précaution, de très 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 grande précaution, comme disait peut-être Hortense. Il n'empêche que ces personnes qui sont extrêmement sensibles, visiblement existent. Hortense en a compté 200. Quels sont leurs symptômes ? Peut-être, Jesus. Alors, il y a plusieurs facteurs.
faut savoir déjà que au-delà des polémiques suscitées par l'interprétation des résultats, les traitements par les différents médias de ces résultats, la réponse du public vis-à-vis des doutes, etc. Et puis l'instauration de ces fameux principes de précaution par les pouvoirs publics, par les associations, etc. Parce que faute de preuves, il vaut mieux faire attention. Et surtout chez l'enfant, et notamment en France, où la santé est une préoccupation majeure pour 3 Français sur 4. Donc on met la protection de nos enfants parce que on se dit, les études qui ont été réalisées actuellement, qui ont été jusqu'ici réalisées, ont un recul, notamment pour des adultes qui, eux, ont commencé à utiliser les téléphones portables dans les années 90. Quid de ces enfants qui aujourd'hui, à 10, 12, 11 ans, voire avant, ont un téléphone portable, les prennent tout le temps chez eux. Interdit en Belgique pour les enfants de moins de 7 ans. Voilà, mais c'est qui n'est pas le cas en France. Sauf à l'école, mais en dehors de l'école, il y a beaucoup d'enfants qui parlent beaucoup au téléphone, etc. Donc, c'est cette question-là qui va, à mon avis, être débattue prochainement, et je pense notamment au lancement de l'étude MobiKids, qui recrute encore dans 13 pays. Bon, ce n'est pas insensé comme étude, mais les précautions, c'est chacun de voir. D'accord. Oui, alors moi je voulais revenir à votre question sur les personnes qui sont électro-hypersensibles. En fait, ça touche un petit peu plus de 60 000 personnes, mais on dit qu'en France, ça touche 1,5 à 2% de la population. Et la symptomatologie, mais je pense qu'on va y revenir, la symptomatologie, elle est très diverse. Les maux de tête, les insomnies, problèmes de concentration, problèmes cardiovasculaires. Tout, bravo. On met tout dans le panier. Mais ça correspond à quelque chose. Alors, on va essayer justement de voir à quoi ça correspond, et puis on va essayer justement de s'en protéger, savoir comment on peut éventuellement, effectivement, se protéger de toutes ces ondes électromagnétiques. On a beaucoup de choses à se dire. À tout de suite avec les experts européens. Tous les jours, 14h, 15h30. Les experts européens. Elena Morna. Comment se protéger des ondes électromagnétiques? Quels sont les dangers reconnus scientifiquement? On en parle avec les experts européens. Sophie Lemonnier, médecin, Jesus Cardenas, directeur médical de Doctissimo, notre partenaire, et professeur André Oringo, médecin nucléaire, membre de l'Académie nationale de la médecine. Médecin nucléaire, ça veut dire quoi au fait? Ça veut dire qu'il utilise des produits radioactifs pour faire des diagnostics ou des traitements. Oh là là, voilà. Vous prenez beaucoup de précautions, j'espère. Moi, j'en prends pas beaucoup. Je trouve qu'il brille beaucoup. On a une luciole cette dans le studio aura qui vous entoure. Bon, allez, plus sérieusement, on va revenir justement sur ce dont on parlait tout à l'heure, les fameuses personnes qui sont électro-hypersensibles. Donc, vous vouliez intervenir. Quels sont les symptômes ou comment le devient-on? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Dommage, je range ma question. Non, mais il y a des choses qu'il faut préciser pour les électro-hypersensibles. Hein. Premièrement, c'est que c'est quelque chose de grave. Ces personnes peuvent avoir un handicap social, professionnel, familial dramatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des dizaines d'études de provocation, c'est-à-dire dans lesquelles on met ces personnes en face d'un dispositif dont ils ne savent pas s'il est allumé ou éteint. Un dispositif donc comme une antenne de radio ou un portable, etc. Aucune personne n'est capable de distinguer si le dispositif est allumé ou éteint. Ils ont exactement les mêmes symptômes. Il n'y a pas de différence entre les périodes où c'est allumé ou c'est éteint. Et on l'a fait pendant suffisamment longtemps pour que normalement, d'après ce qu'ils disent, les troubles apparaissent. Donc, il est clair que, et ça tout le monde l'admet, que les électro-hypersensibles ne ressentent pas en réalité les ondes, ils ressentent simplement l'idée qu'ils se font par rapport aux ondes. C'est une maladie psychosomatique, il faut appeler les choses par leur nom. Et donc là, ce que vous dites, c'est qu'elles existent parce qu'elles se oui, parce que c'est de l'autosuggestion, voilà, si vous voulez, par rapport aux troubles. Et c'est ça qui explique la très grande diversité des troubles, etc., et l'évolution de cette maladie. Mais c'est quelque chose de grave. Donc, il faut des prises en charge adaptées. Il faut pas la prise en charge qui consiste à dire on va les protéger des ondes, ça les enfonce au contraire dans leur impression que c'est les ondes qui sont directement responsables. Et il y a tout un marché de la peur, et moi je crains que ce marché ne soit extrêmement nocif pour les personnes qui sont dans ces conditions. Et au contraire, il y a depuis peu d'ailleurs, on aurait peut-être pu s'en préoccuper avant, mais il y a depuis peu tout un réseau hospitalier que dans différentes villes, et c'est piloté par l'hôpital Cochin, par le professeur Chouda, il y a tout un réseau de prise en charge de ces personnes
personnes, qui va les prendre en charge médicalement, mais avec ce qu'il faut pour arriver à un diagnostic et à des thérapeutiques adaptées, par exemple des thérapies comportementales. Le problème, c'est pas... Vous êtes sûr, je vous repose la question parce qu'il faut que je comprenne bien. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, les personnes qui se disent hypersensibles, elles somatisent, quoi. C'est un problème psychique plus qu'un réel problème d'onde. Oui, mais je vais vous donner un exemple. À Saint-Cloud, on installe une antenne. Tout le quartier était malade. La petite fille qui saignait du nez, le père qui avait des dents qui lui faisaient mal, etc., etc. C'était tout le quartier. C'était le génocide. De quoi on s'est aperçu, c'est que ces antennes n'avaient jamais été branchées. Elles n'avaient jamais rien émis du tout. Voilà, c'est le genre de choses que l'on constate. Et ça, il y a eu des dizaines d'études de provocation. Et donc, la prise en charge doit être quelque chose d'adapté. C'est quelque chose de long. Il ne s'agit pas de protéger les gens des ondes. Il s'agit de leur permettre d'apprivoiser leur rapport avec les ondes. Voilà. Alors, on va essayer d'apprivoiser le rapport avec les ondes. Vous vouliez d'abord intervenir sur les symptômes, justement? Les symptômes, ils sont très variables. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que, effectivement, il faut trouver une solution à ces personnes qui souffrent. Parce que vraiment, elles souffrent. Elles peuvent complètement sortir de la vie sociale. Donc, il y a 24 centres qui, effectivement, sont prêts à les recueillir et à les accueillir en France. Simplement qu'il s'avère que cette étude, je crois qu'elle a été lancée en février l'an dernier. Et en fait, il y a très peu de personnes qui viennent parce que on a étiqueté un petit peu ça, maladie psychologique. Et les gens disent mais non, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller là. Or c'est dommage, ces gens ont peut-être une sensibilité neurologique un petit peu particulière. Et je voudrais juste dire qu'il y a à propos de ces sensibilités particulières, il y a d'autres maladies comme l'intolérance aux odeurs chimiques. Ça se manifeste par des maux de tête, des nausées, des vertiges. Et il y a c'est pareil, on sait pas trop comment les prendre en charge. Et il y a un autre syndrome un peu énigmatique comme ça qui s'appelle le syndrome du bâtiment malsain. C'est caractérisé pareil par une irritation de la peau, du nez, de la gorge, des maux de tête. Et ça reste inexpliqué. Mais c'est vrai qu'on retrouve le bâtiment ou les odeurs qui créent ça. J'espère qu'on vous crée pas d'odeur, monsieur. Il a parlé du parfum tout à l'heure. Nous étions dans les parfums tout à l'heure. Alors, juste, on va quand même essayer de voir ensemble comment donc apprivoiser ces ondes électromagnétiques qui sont autour de nous. Hortense évoquait tout à l'heure ses collègues de bus scotchés au portable. Une récente étude IFOP que j'ai relevée donc dans Doctissimo révèle que 42% des Français se disent dépendants de leur téléphone portable. Ça monte jusqu'à 78% chez les moins de 25 ans ou 62% chez les cadres supérieurs. Alors, quels sont les risques de cette utilisation, s'il y en a, abusive? Après, on verra comment les apprivoiser. Voilà. En ce qui concerne le risque, la seule chose que je pourrais dire et qui a été mentionnée tout à l'heure par rapport à l'étude Interphone, à l'étude Interphone où l'OMS a déclaré les ondes électromagnétiques comme probablement cancérigènes parce qu'il y avait une augmentation un peu plus importante des cas de cancer chez les utilisateurs, très très gros utilisateurs des téléphones. C'est la seule chose qu'on peut dire jusqu'ici. Alors, je pense que ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que... Oui, là-dessus, je voudrais juste un petit peu m'informer exactement parce que justement dans cette étude, on disait que au-delà de 10 ans, avec une consommation, une utilisation qui dépassait 30 minutes par jour, restait un point d'interrogation. Je crois que c'est une des conclusions ou des annexes, je dirais, de l'étude Interphone. Alors, quelle valeur ça a aujourd'hui, sachant que les téléphones, il y a 10 ans à peu près, étaient beaucoup plus puissants que maintenant et que leur émission a été aujourd'hui considérablement diminuée. Alors, ce que je vous propose, c'est que on va refaire une petite pause parce qu'on a pris un peu de retard, mais il y a tellement de choses à dire. Justement, Rollo Pérez, avec les anecdotes du tribunal, va revenir sur un cas en Italie où des cancers du cerveau ont été mis en lien avec l'utilisation abusive du téléphone. Ça s'est passé en Italie, ça n'est pas encore reconnu en France de toute façon. On y revient dans quelques instants. À tout de suite. Les experts Europe 1.
Comment se protéger des ondes électromagnétiques? C'est la question des experts européens en partenariat avec Doctissimo. Et c'est le moment de poser vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Elena Morna et les experts européens vous répondent en direct jusqu'à 15h30. Sophie Lemonnier, professeur André Oringo et Jésus Cardenas de Doctissimo sont les experts européens. Et voici déjà, il est 14h41, presque 42 chez les experts européens. Et c'est déjà l'heure des anecdotes du tribunal avec Roland Pérez. Justement, on parlait tout à l'heure de ces cas de cancer du cerveau à cause du téléphone. On y revient avec vous, Roland, bonjour. Bonjour Elena, bonjour Olivia. Bonjour. Alors, ces anecdotes du tribunal concernant les ondes électromagnétiques, ça bruisse. Elles font peur et on le sait. Et nos invités et les experts le savent aussi. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle le Robin des Toits qui évidemment travaille à démontrer les méfaits de ces ondes électromagnétiques. Les antennes téléphoniques surtout, c'est ça, hein? Exactement. Ouais. Alors, j'ai deux décisions. Une qui est très intéressante, qui viennent des Pyrénées orientales, et c'est SFR qui a été astreint à démonter une antenne relais. Ça date de septembre 2011. Alors, il y a un certain nombre de décisions, mais cette décision est notamment intéressante parce que elle pointe pas du doigt le fait qu'il y a un danger mais il pointe du doigt le fait qu'il puisse y avoir un risque de danger. Donc, c'est les mesures de précaution. C'est le principe de précaution, et on dit, les décisions dit la crainte légitime que peuvent avoir des voisins en demeurant dans leurs habitations et pensant que ces antennes font courir à leurs enfants un risque sanitaire particulièrement grave si celui-ci devait se réaliser, dès lors qu'il n'existe aucune garantie d'absence de risque. C'est-à-dire qu'on a quasiment inversé le processus habituel qui est une faute, un lien de causalité et un dommage. Là, on dit il y a un risque de dommage. Éventuellement. Et un risque éventuel. Ouais. Et là, on a demandé au cas par cas, effectivement, le démantèlement de cette antenne. Alors, j'ai été voir du côté de l'Europe, et là, j'ai une décision tout à fait intéressante parce qu'on y va. Donc, l'antenne, elle a été démontée là dans les Pyrénées orientales. Là, elle a été démontée absolument, ouais. Et c'est un arrêt de la Cour d'appel. Donc, il y a jurisprudence. Il y a une jurisprudence, il y en avait déjà un certain nombre de décisions, mais là, elle est venue sur un autre terrain qui est au-delà même du risque du trouble de voisinage. C'est vraiment le risque clinique et la garantie du fait qu'on ne peut pas nous assurer qu'il n'y aurait pas de danger. J'ai été du côté de l'Europe pour voir un peu ce qui se passe. Et là, j'ai trouvé une décision tout à fait intéressante de la Cour d'appel italienne, du tribunal exactement du travail de Bessia, et l'instance d'appel de ce tribunal du travail, qui a déclaré l'origine professionnelle de la maladie d'un gérant de société. Et il y a eu deux autres affaires à peu près similaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier? Ça faisait 10 ans que ce gérant de société et même deux autres salariés travaillaient avec le téléphone, soit sans fil, soit le téléphone portable, vissé sur leur épaule gauche. Ouais. Et en même temps, ils prenaient des notes, ils écrivaient, donc le téléphone était vraiment vissé là. Ouais. Et là, 3 experts, un neurochirurgien, un expert spécialisé dans les champs électromagnétiques et un autre expert également, un autre médecin, est venu dire que la tumeur dont souffraient les 3 personnes du côté gauche du cerveau, du côté gauche, vraiment là où se situait le téléphone, avait pour lien de causalité, avait pour origine, véritablement, le téléphone portable ou le téléphone sans fil. Ouais. Et là, ils ont été reconnus, d'ailleurs tous ces 3 salariés ont été reconnus à 80% d'handicap. Donc c'est important. On est venu dire que le téléphone mobile était responsable de ces handicaps aujourd'hui subis par ces salariés. Donc c'est quand même une première là pour le coup, parce qu'en France, ça n'est jamais arrivé encore. On n'a jamais pu là, ce sont 3 trouver experts. Un lien de causalité. Voilà. Donc on a été sur le trouble de voisinage, on a été sur le fait qu'on ne pouvait pas garantir qu'il n'y avait pas de risque, qu'il y avait peut-être un risque, mais c'était toujours du domaine de l'incertitude. Là, on est venu, expert à l'appui, dire non, c'est tumeur. Alors ça veut dire que c'est trop tard parce qu'on vous dit que ça prend 10 ans pour que ces tumeurs se révèlent. Ça veut dire que nos enfants qui ont aujourd'hui 8 ans, qui ont déjà un téléphone portable et qui vivent déjà avec ce téléphone portable. Toujours dans la poche. Toujours dans la poche, toujours à côté d'eux, toujours à téléphoner en même temps, tenir son sac, etc. C'est-à-dire que dans 10 ans, peut-être, mais en tout cas en Italie, ils disent pas peut-être, ils disent c'est sûr. Ah alors, en Italie, ils disent c'est sûr. Alors, que pensez-vous justement de ces mesures de précaution, de ce lien entre le cancer du cerveau et le fait d'avoir un usage abusif du téléphone? Est-ce que il n'est pas établi chez nous? Il est établi en Italie, c'est tout à côté de chez nous. Qu'en pensez-vous? Ça vous fait rire? Ouais.
Non, ça me fait pas rire. Mais si vous voulez, d'abord, j'apprends avec intérêt que les juges italiens sont des spécialistes des champs électromagnétiques. Et c'est quand même quelque chose de rassurant. Il manquait quelqu'un dans leur panel d'experts. Il manquait quelqu'un qui connaisse bien les mathématiques, les statistiques, les études épidémiologiques et qui avait pu faire la part entre le bon grain, qui est bien rare dans ce domaine, et l'ivraie. On est dans un cas de gestion du risque par des autorités judiciaires. Moi, j'ai rien à en dire de particulier. Simplement, je trouve que cette décision ne repose sur rien, quoi. Après qu'ils la prennent au nom de, je sais pas moi, par compassion, etc. C'est leur problème et voilà, ils l'assument. Bon, je voudrais aussi ajouter qu'il est impossible de démontrer l'absence d'un risque. Ça n'existe pas. Aucun risque ne peut être démontré comme inexistant. C'est pas possible. D'ailleurs, vous pouvez pas démontrer qu'une chose n'existe pas. Essayez de démontrer que le Père Noël n'existe pas. Vous y arriverez pas. Non, ça veut pas dire qu'il existe, mais ça veut dire que vous n'arriverez pas à démontrer au sens mathématique qu'il n'existe pas. Alors moi, je suis un petit peu étonné de tout ça. D'abord parce que les gens, ils aiment bien téléphoner. Ils oublient que pour téléphoner, il faut les antennes quand même. Deuxièmement, ils oublient qu'avec leur portable, ils ont une énergie qui est 100 à 100 000 fois plus élevée que celle des antennes et que de téléphoner pendant 30 secondes revient pour la tête à la même énergie que d'être pendant 24 heures dans le champ d'une antenne. Voilà. Donc on est devant quelque chose qui est très très étrange, avec également une crainte. Mais il y a quand même un constat, professeur, si vous me permettez, il y a quand même un constat de ces personnes. Donc c'est ce qu'expliquait Roland, qui était donc en permanence ce téléphone vissé sur les oreilles. Maintenant, il existe même des kits spécifiques pour scotcher le téléphone à l'oreille. Ces 3 personnes ont quand même eu un cancer du cerveau qui n'a pas été inventé. Là, pour le coup, ils n'ont pas somatisé. Oui, mais enfin, des cancers du cerveau, je suis désolé, mais ça existe. Et chez des gens qui téléphonent pas, voilà. Peut-être que ces gens avaient une machine à laver. Vous n'allez pas dire que c'est à cause de la machine à laver qu'ils ont eu une tumeur cérébrale. Donc, il y a là une espèce de raccourci de causalité qui n'est soutenu en réalité par rien. Du coup, ça alimente, on l'a dit tout à l'heure, les peurs. Ce qu'on voit naître aujourd'hui, et après, on va revenir sur comment les apprivoiser. On voit naître tout un tas de nouveaux produits, des peintures anti-ondes, des papiers peints intelligents qui bloqueraient aussi une forme de blindage d'ondes, des slips, des costumes. Qu'en pensez-vous ? C'est drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Oui, en particulier le vêtement, la veste que fait je crois que c'est une boîte de Limoges. Mais en fait, elle n'a pas, cette entreprise n'a pas mis des fils de cuivre. Alors mais ils ont utilisé des fibres qui bloquent. Oui, alors il y a du cuivre, il y a du nickel, il y a de l'aluminium, du faux or. Tout ça, ils l'ont mis sur une poche. La poche où on glisse le portable. Et c'est uniquement pour les costumes des hommes. Mais là où je souris, c'est que c'est gratuit, pareil. Je pense que le costume est suffisamment cher. Je vais pas citer la marque, mais c'est un essai. Ça répond. C'est une niche commerciale, je dirais. Mais est-ce que ça peut effectivement bloquer certaines zones comme ces peintures ou ces papiers peints? La question que je me pose, si ça bloque dans un sens, on risque de pas recevoir les appels. Voilà. Oui. Alors c'est vrai qu'ils le font. Alors ils répondent à ça. C'est un petit peu primaire ma question. Mais côté cœur, c'est protégé. Côté extérieur, ça ne l'est pas protégé. Voilà. Mais il y a des peintures comme ça. Il y a des papiers peints qui sont avec des espèces de flocons de neige. Bon, il faut aimer ça. Les flocons de neige. Voilà, il faut aimer les flocons de neige. Si je comprends bien, je prends ma question, je l'arrange. Ce que je voudrais dire aussi, que c'est en collant ce papier peint, on met de la colle. Et vous savez que la colle, c'est pas bon du tout non plus. Alors entre deux mots, Maintenant, on en fait des beaucoup plus écologiques, labellisés. Et on ouvre les fenêtres quand on colle. Voilà. Et les questions de bon sens pour apprivoiser ces fameuses ondes électromagnétiques, on en parle juste après. Pas mal. Justin Timberlake. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Tous les jours, 14h, 15h30. Les experts européens. Elena Morna. Les ondes électromagnétiques, quels sont les dangers et comment les apprivoiser? Sophie Lemonnier de Fréquence M, professeur André Oringo, membre de l'Académie nationale de médecine, et Jésus Cardenas du magazine Doctissimo vous conseillent en direct. Et avant de prendre nos éditeurs, je voulais justement, parce que ça fait depuis tout à l'heure que je le tease, c'est-à-dire que je l'annonce, et puis on n'en parle pas, mais c'est quand même l'objet du dossier de Doctissimo. Il y a donc des façons, non pas
de se protéger, professeur, là je suis bien, mais d'apprivoiser ces fameuses ondes électromagnétiques. Et en fait, vous nous parlez justement de bon sens, concernant d'abord l'utilisation du téléphone portable, Ressus. Voilà, exactement. Donc nous, chez Doctissimo, et justement à travers cet article, nous voulions nous éloigner de ces débats énormes, pour ou contre presque. C'est pas l'objet de voilà, votre c'est pas émission l'objet de l'émission. Comme vous disiez tout à l'heure, on l'utilise, ce téléphone voilà, portable. Exactement. Donc, voilà. Et néanmoins, par empathie pour les gens qui peuvent ressentir certains symptômes, appelons-le comme on veut, hypersensibilité, etc. Donc il y a, comme je disais, un certain nombre de mesures de bon sens qui sont préconisées par des associations, par l'OMS, par l'AFC, par les gouvernements dans leur site. Donc c'est tout ce qui va nous éloigner ou nous faire limiter l'exposition aux ondes des radiofréquences. Par exemple, la déconnexion de la Wi-Fi ou de la box pendant la nuit. Nous avons, par exemple, reçu quelques messages sur notre site internet, des questions de très jeunes personnes qui nous disent « je ne ressens rien, mais j'ai peur, j'entends des choses, et dans ma chambre, j'ai mon internet, mon ordinateur, mon téléphone portable, mon jeu de console. » Donc là, on évite de mettre tout ça dans la chambre. Exactement, ou au moins de l'éteindre la nuit. Utiliser l'oreillette pour éviter de coller le téléphone au niveau de l'oreille, parce que ça, est-ce que ça a une incidence ou pas, mais en attendant, on les recommande. Le téléphone, il a beaucoup plus de puissance au début d'une communication ou quand on est en mouvement, parce que les téléphones cherchent les antennes qui sont les plus proches. Et d'ailleurs, c'est ce que vous nous dites, c'est éviter de téléphoner quand on est dans des zones où la réception est mauvaise, parce que c'est là que ça va émettre davantage d'ondes. Voilà, et tout à l'heure, comme ça a été dit, il y a énormément de gens qui téléphonent dans les transports. Donc normalement, ça devrait pas se faire. D'autres mesures, les kits main libre. Ce que vous dites aussi, c'est le choix du téléphone portable. Il y a un indice, d'ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait plus de clarté au niveau des informations données aux consommateurs, l'indice DAS, qui veut dire débit absorption spécifique. Ce qu'on doit remarquer, ce qu'on doit noter, c'est qu'il faut que cet indice soit le plus bas possible. Voilà, exactement. Normalement, la limite du DAS en France est de 2 watts par kilo pour la tête, mais on va faire des efforts pour les diminuer encore, sachant que ces fameux DAS, c'est la quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l'usager par les téléphones lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance. D'accord. Voilà. Ce que vous dites aussi, c'est d'éloigner le téléphone quand on compose un numéro de téléphone ou dès lors qu'on reçoit un appel, pas le mettre tout de suite contre l'oreille. Voilà, exactement, et surtout pour les personnes qui sont porteuses d'un appareillage type pacemaker, parce qu'il peut y avoir des interférences de la même façon que on évite de passer par les détecteurs à l'aéroport quand on est porteur d'un pacemaker ou d'une pompe à insuline. Et alors, ce que vous dites aussi, c'est ce qu'on peut dire aussi, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils préfèrent. Pour les plus jeunes, en fait, ils n'ont pas envie spécialement de téléphoner. Eux, ce qu'ils adorent, ce sont les SMS. Donc, privilégier les forfaits SMS plutôt que les forfaits, voilà. Et puis, préférer un téléphone filaire peut-être quand on a une longue conversation plutôt qu'un téléphone mobile. Tout à fait. C'est prendre le temps d'arriver chez soi avec un téléphone qui a un fil et donc passer son coup de fil long avec les amis, mais en attendant SMS en tenant le téléphone à distance de son corps. Vous l'avez bien dans votre poche, là, votre portable, il est éteint, professeur Côté éteint, parce que je veux pas qu'il trouble cette noble assemblée, mais en général, il est allumé. Je vous peut-être peux ajouter un mot. Oui, je crois qu'il faut être très prudent avec les mesures de précaution qui en réalité ne reposent sur rien, c'est-à-dire ne reposent sur aucun danger établi. En effet, quand on fait un petit peu trop fort, quand on prend des mesures de quand
quand on préconise des mesures de précaution qui sont quand même un petit peu contraignantes. Là, il s'agit de bon sens, de ce dont on a Oui, parlé. oui, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais ça peut l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Et donc, quand on prend des mesures de précaution comme ça, tout de suite, elles sont interprétées comme la preuve de la dangerosité. Les nouveaux niveaux auxquels on arrive sont considérés comme des seuils de dangerosité absolue, et on entretient cette espèce de phobie invraisemblable contre les ondes, alors que les gens s'exposent au soleil ou vont. Enfin bon, voilà, il y a là quelque chose. Je crois que mettre ça sur le compte du bon sens me paraît assez abusif. Les mesures qu'on vient d'annoncer, me semblent pas moi forcément abusives. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle avec nos éditeurs qui sont déjà en train de nous appeler au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. On se retrouve après les informations de 15h. Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Elena Morna. Les ondes électromagnétiques, quels sont les dangers et les façons de les apprivoiser? 3 experts vous répondent en direct. Sophie Lemonnier, médecin et directrice de la rédaction de Fréquence M. Professeur André Oringo, chef du service de médecine nucléaire à la Pitié-Salpêtrière, membre de l'Académie nationale de médecine. Et Jesus Cardenas, directeur médical du mensuel Doctissimo, notre partenaire. Il est encore temps de poser vos questions au 39 21 ou sur europe1.fr, comme l'a fait Diane, et ça réagit pas mal du côté des électro hypersensible, ce que vous êtes, Diane. Bonjour. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour. Alors, vous seriez donc hypersensible aux ondes électromagnétiques, et pour vous, c'est l'horreur. Racontez-nous quels sont les symptômes. Comment ça se passe dans la vie quotidienne? Oui, écoutez, ça a commencé il y a à peu près 10 ans quand les enfants ont acheté leur téléphone portable. Et quand je tenais ça sur ma joue, au bout de quelques minutes, je ne sentais plus aucune sensation sur ma joue. Donc je ne comprenais rien parce que à l'époque c'était tout nouveau, on ne parlait pas de ce problème. Puis à fur et à mesure que les années passent, je me suis rendu compte qu'envers l'ordinateur aussi, je sentais ça. Et ça fait une sensation de brûlure de peau, un peu comme un coup de soleil. Et si je continue longtemps devant un écran d'ordinateur, je commence à avoir des nausées, qui fait que je reste à peu près 20 minutes et je me sens pas bien. Quand je m'éloigne, ça diminue. J'ai la même chose maintenant avec les ampoules basse consommation. Et c'est vraiment quelque chose, je ne suis pas contente d'être comme ça. Et puis quand j'écoutais le professeur tout à l'heure qui insinuait qu'on était un petit peu des gens qui imaginaient ça, je peux lui dire que je n'imagine rien du tout. Non, alors il disait pas que vous imaginiez, il disait qu'effectivement vous aviez des symptômes, mais que vous somatisiez, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors je vais juste lire le témoignage d'Anne qui va dans votre sens, Diane, et qui dit que étant électro-hypersensible, elle est frappée par ce rapport entre la fausse hypersensibilité qu'elle a compris tout à l'heure dont on parlait, digne d'aller à l'HP. Ça, c'était la petite blague d'Hortense Diftin, et que c'était intolérable à entendre. Par ailleurs, elle dit qu'elle adore l'émission. J'espère qu'elle va continuer d'adorer, même si, effectivement, vous maintenez les uns les autres que on somatise plus qu'une réelle maladie en lien avec les champs électromagnétiques. C'est un vrai handicap. C'est un vrai handicap pour nous. Qu'on ne nie pas. Voilà. Dans la vie moderne, je suis obligée maintenant, je fais pas un grand drame autour, mais j'évite les sources. Par exemple, je trouve un endroit à m'asseoir dans l'aéroport où il n'y a pas une lampe qui brûle sur ma tête. J'évite les ordinateurs. Je n'ai plus de téléphone portable. Mais il y a beaucoup d'autres sources d'ailleurs. Il y a par exemple l'ordinateur de bord dans une voiture qui est très gênant aussi. Le plaque de cuisson dans la cuisine, mais en évitant ces sources, on arrive quand même à vivre normalement, mais c'est un vrai problème. J'ai eu un contact avec un professeur en Suède qui m'a dit qu'il y avait 3% de la population qui ressentait ces ondes. Oui. Et puis moi, il s'appelle Dr. Ole Johansson. Et je lui ai demandé si à ce moment-là, je risquais de mourir plus vite d'un cancer. Il m'a dit, par contre, non. Vous, madame, vous sentez les ondes, vous vous éloignez. Donc, finalement, j'ai pris ça un peu comme une chance pour moi, parce que je peux m'éloigner. Alors, professeur, plusieurs choses là ont été dites. Est-ce que vous validez le fait qu'on ait la chance de ressentir et qu'on s'en éloigne, on s'en protège? Non, ça vous fait bondir, j'imagine. Non, ça me fait pas bondir. Vous savez, je
je pense que c'est quelque chose de grave, l'électro-hypersensibilité, qui est à prendre. Je crois surtout que c'est à prendre de manière individuel, au cas par cas. Il n'y a pas un électro-hypersensible qui ressemble à un autre électro-hypersensible. Et il faut une prise en charge adaptée, qui soit pas brutale, qui écoute beaucoup, et qui ensuite, petit à petit, essaye d'organiser avec la personne concernée, et de manière très variable selon les personnes, des pistes pour arriver à se débarrasser de ce handicap qui encore une fois, et je partage entièrement ce que vient de dire cette dame, ce handicap peut être extrêmement ennuyeux, parce que si vous fuyez les ordinateurs, par exemple, dans la vie moderne, c'est compliqué. infernal, comme elle le disait Diane, partout, même l'ordinateur de bord dans la voiture. Il y en a partout, donc, à la limite, un smartphone, c'est un petit ordinateur, etc. Et donc, il y a là un véritable problème, et la prise en charge est pas du tout évidente. Mais c'est pour ça qu'il faut l'accepter, qu'il y ait quand même un minimum de désir que ça change, que ça s'améliore. Et les consultations qui ont été mises en place sont justement là pour ça, pour accueillir les gens et puis pour petit à petit améliorer les choses. Ressources ? Oui, je pense que en fait, c'est à chaque personne les symptômes qu'elle ressente. Ce n'est pas qu'on les mette en question, on ne met pas en doute les ressentis d'une personne. On dit tout simplement que aujourd'hui, on est démuni pour donner une explication scientifique et précise sur l'origine exacte de ces symptômes. Il y a toute une gamme d'ondes électromagnétiques, laquelle est responsable si c'est le cas, quel est le type de prise en charge que la personne va avoir besoin. C'est pour ça que commence à se constituer des équipes pluridisciplinaires pour que la personne qui en est atteinte puisse être bien suivie, bien guidée, bien soignée, d'autant qu'il s'agit d'une maladie qui n'en est pas une aujourd'hui. Alors en l'occurrence pour Diane qui est encore avec nous au téléphone, si plutôt que de fuir, il faudrait qu'elle aille consulter. Alors c'est vrai que le mot HP tout à l'heure a fait bondir certains derrière leur transistor, mais c'est pour autant ce sont dans ces services, non ? On peut aller par exemple se rendre à Cochin comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est pas du tout un service de psychiatrie. À Cochin, c'est un service de médecine du travail qui est très spécialisé dans l'environnement du travail, et donc c'est quelque chose d'utile aussi de voir avec la personne l'environnement du travail. Et dedans vous avez, comme vient le dire Resous, il y a une équipe pluridisciplinaire qui contient effectivement des psychologues et des psychiatres, mais l'abord de la personne se fait avec un médecin généraliste et spécialiste des maladies du travail. D'accord. Oui. Et il y a 24 centres en France, et je pense que Diane pourra trouver le centre qui est près de chez elle où elle pourra se rendre. Je crois que c'est la meilleure solution, Diane, pour vous. Diane, merci beaucoup pour votre... Je pourrais juste dire à votre professeur qu'il contacte Dr. Ole Johansson en Suède, parce que lui, il a fait des contrôles de la peau avec un changement épidémiologie de la peau. D'accord. Eh bien, ils vont sans doute, peut-être, ou pas, se contacter. Merci beaucoup, en tous les cas, Diane, pour votre appel. Bon, restez à l'écoute d'Europe 1. J'espère que les ondes ne sont pas trop toxiques. On se retrouve dans un instant avec les experts. Les experts Europe 1. Les ondes électromagnétiques en question chez les experts européens. Avant de retrouver Léna Morna et ses experts, nous avons besoin de vos témoignages pour une émission consacrée à l'amitié. Quelle place occupent vos amis dans votre vie ? Pouvez-vous compter sur eux ? Jusqu'où peuvent-ils compter sur vous ? Votre meilleur ami vous a trahi, lui avez-vous pardonné ? Léna Morna et les experts européens attendent vos témoignages sur europe1.fr. Les experts européens. Léna Morna. Si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez aussi nous contacter. On aimerait bien être les vôtres. Alors, on retrouve les experts européens pour notre sujet haute tension, les risques des ondes électromagnétiques. Sophie Lemonnier, professeur André Oringo et Ressus Cardenas vous conseillent en direct. Et nous sommes avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Elena, bonjour les experts. Alors, vous êtes inquiète pour votre fils qui a subi une radio des hanches sans coque de protection, c'est cela ? Voilà, c'est ça. En fait, mes deux enfants ont subi une radio des hanches quand ils étaient bébés. Et le premier, mon aîné, a une coque de protection et le second, non. Donc, je voulais déjà savoir pourquoi parfois on en utilise et parfois non. Et d'autre part, la pédiatre à l'époque m'avait dit que c'était une erreur et qu'il aurait mieux valu, dans les deux cas, en tous les cas, qu'il fallait mieux toujours avoir une coque.
et qu'il y avait des risques de stérilité peut-être à l'âge adulte. Alors c'est la fameuse radio des hanches que l'on prescrit à tous les bébés autour de 6 mois, hein, c'est cela? Ouais. Est-ce que sans coque de protection, il y a des risques réels? Alors, non, il n'y a pas de risque. Les doses restent faibles. Hein. C'est des radios simples. C'est pas comme un scanner, par exemple, qui va délivrer des doses de une vingtaine de millisieverts. Hein. Là, on est dans des doses beaucoup plus faibles, et il n'y a pas de risque de stérilité. Les risques de stérilité apparaissent à des niveaux beaucoup plus importants. Je comprends pas pourquoi on a raconté ça à cette maman, quoi. Alors, en ce qui concerne la coque de protection, c'est effectivement mieux d'en mettre une, mais de temps en temps, on cherche à voir quelque chose qui se trouve au niveau où on mettrait la coque de protection. Donc voilà, si c'est un problème de symphyse pubienne par exemple, ce sera difficile de mettre une coque de protection, mais dans le cas général, c'est mieux effectivement d'en mettre une. Mais bon, ne pas en avoir mis l'empêchera pas d'être grand-mère, quoi, voilà. Bon, soyez rassurés, Corinne. C'est vrai, je voulais dire autre chose. C'est vrai que dans les deux cas, moi, on m'a mis un tablier de protection. Puisque j'étais auprès du bébé et donc voilà quoi. Donc du coup, je me suis dit pourquoi là, il n'y a pas eu coque quoi. Puisque la première fois il y en avait une. Ça a été un oubli visiblement du manipulateur. Non, je l'ai réclamé. Et on m'a dit qu'il n'y en avait pas dans le service. Et voilà. Donc du coup, maintenant, je suis un peu inquiète. Je voudrais bien avoir des petits-enfants. Le professeur vous a rassuré. Normalement, il n'y a aucun risque pour que vous ne deveniez pas grand-mère un jour. Sophie, vous vouliez intervenir? Oui, juste une petite précision sur les différentes radios qui existent et moyens de l'imagerie. Alors le scanner, on l'a dit, ça utilise des rayons X comme la banale radio pulmonaire qui effectivement est ionisante. Par contre, l'IRM, ça donne des images en 3 dimensions et c'est pas irradiant. Et sans ça, il y a l'échographie qui utilise le principe de l'écho, et là non plus, c'est pas irradiant du tout. Voilà. Mais c'est pour ça par exemple, qu'on évite, je pense à la mammographie, on en avait parlé ici, le cancer du sein, on évite d'en faire une toutes les 6 mois ou tous les ans. C'est pour ça que c'est la radio avec des rayons. C'est pour ça que c'est recommandé une fois tous les 2 ans, par exemple. Oui, il y a d'autres raisons de la recommander tous les 2 ans, parce que le risque, on considère que le risque peut attendre 2 années. Par contre, il y a certaines personnes qui doivent faire des mammographies tous les ans. D'accord. C'est un petit peu notre problème, mais la radiographie utilise des rayons X. Allez, une pause, et puis j'aurai plein d'autres questions à vous poser, celles des auditeurs qui nous ont contactés au 3921 ou sur europe1.fr. À tout de suite en compagnie des experts européens. Tous les jours, 14h, 15h30. Les experts européens. Elena Morna. Nous aussi, on fait comme Loudoyon chez les experts européens, on fait les questions et les réponses. Enfin, c'est surtout vous qui répondez, et les questions viennent des auditeurs d'Europe 1. Nous parlons des ondes électromagnétiques. Beaucoup de questions sur europe1.fr. Je vais essayer d'en poser un maximum. Alors, on a la première, en fait, c'est sur la page Facebook des experts européens. C'est David qui vous demande, les experts, s'il y a un lien avéré entre le Wi-Fi ou autres ondes électromagnétiques et les acouphènes. Est-ce que là, il peut y avoir un lien, Jesus? On va malheureusement donner la même réponse que pour toutes les autres questions. Il n'y a pas de lien avéré, prouvé scientifiquement jusqu'à ici. Donc, désolé, mais ça peut faire partie. URL, alors. Probablement, il y a beaucoup d'autres causes d'acouphènes. Donc, un ORL pourra beaucoup mieux que n'importe quel résultat non concluant aller chercher la cause. Alors, on a eu plusieurs demandes concernant la proximité avec des centrales électriques ou des lignes de haute tension. Je vous lis celle d'Hélène qui nous dit qu'aujourd'hui, elle se sent particulièrement concernée par l'émission car elle vient d'acheter une maison près d'une ligne haute tension. Je n'y ai pas pris garde. D'après vous, y a-t-il des risques? Je précise que le pilier commence près de la propriété. Le pilier, il est près de la propriété, mais qu'ensuite cette ligne va dans une autre direction. Est-ce qu'elle peut avoir une réponse? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Il y a aussi Françoise qui nous pose la même question, qui est inquiète pour son fils et sa belle-fille qui ont une petite fille de 2 ans et qui viennent d'emménager justement sous une ligne de haute tension. C'est vrai que sous les lignes, alors pour le coup, on en parlait tout à l'heure parce que on ressent vraiment des choses qui pour le coup ne sont pas psychosomatiques.
Oui, sous les lignes, on peut avoir des espèces de picotements quand à cause du champ électrique, qui est quand même très important. Il peut y avoir il y a du bruit, parce qu'il y a des effets couronnes qui font une espèce de crépitement qui, à la longue, est fatigant et désagréable. Je ne sais pas s'il y a vraiment des maisons juste sous les lignes. Et puis il y a de la possibilité de courants vagabonds. Sur le terrain, visiblement. Oui, parce que le pilier commence à le dire. Il y a des courants vagabonds, c'est-à-dire c'est pas des courants qui peuvent vous électrocuter, mais c'est des courants qui peuvent donner des petites impressions désagréables d'électricité, et donc il faut que l'isolement électrique soit très bien fait. Mais ce n'est pas toxique. Comment ? Ce sont des sensations, ce sont pas c'est désagréable, c'est désagréable. Non, ça peut faire mal à la tête. Et en tout cas, dans certaines fermes, par exemple, dans certains élevages, c'est très toxique pour les animaux. Par exemple, les vaches qui vont prendre une petite décharge minime, qui va pas leur faire grand mal, mais qui viendra donc quand elles vont toucher l'abreuvoir avec leur museau un petit peu humide. Voilà. Donc l'isolation est quelque chose de très l'isolation électrique. Une bonne terre qui est essentielle. Donc ça peut être gênant, mais pas dangereux. C'est ce que vous nous dites. On connaît pas de pathologie véritable. Pour les animaux, oui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se plaindre et d'expliquer ce qui se passe, voilà. Alors Cindy, question. Ma cousine a acheté une voiture hybride et elle et son mari se plaignent de maux de tête lorsqu'ils conduisent longtemps la voiture. Ces voitures émettent-elles des ondes ? Sont-elles néfastes pour la santé ? Ne vous battez pas pour répondre. Comme tous les mécanismes qui ont un moteur électrique, il y a effectivement des champs électromagnétiques dans ces véhicules. Il y en a dans le TGV aussi, il y en a dans les trains en général. Donc, est-ce que c'est ça qui leur fait mal à la tête ? J'ai quand même quelques doutes. On verrait, je sais pas moi, les chauffeurs de train, ce serait connu, ça se saurait si ça donnait mal à la tête, Sophie ? Oui, par contre, à propos de voiture, je voudrais juste rappeler que si le téléphone est dangereux, c'est la façon dont on l'utilise et les lieux d'utilisation. Entre autres en voiture. C'est très dangereux. Faire un texto alors qu'on est au volant, 3 points de suspension. Et également dans la rue, quand on traverse sans trop regarder. Voilà. Les vrais dangers, je pense, du téléphone portable sont plus dans la façon de l'utiliser que vraiment en lui-même. Merci beaucoup Sophie Lemonnier, professeur André Oringo et Jesus Cardenas. Alors pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à se procurer le 2e numéro de Doctissimo que l'on trouve dans les grandes surfaces près des caisses. Mais pas dans les kiosques, mais dans les grandes surfaces près des caisses. Et on vous retrouve demain, Iléna, sur les ondes d'Europe 1 pour une émission spéciale consacrée aux carrières professionnelles des femmes. Oui, à l'occasion du forum Elle Active qui se tient donc demain au siège du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Nous serons en direct pour parler de la vie professionnelle au féminin. Quels sont les défis des femmes aujourd'hui ? Comment penser sa carrière en tant que femme ? Quelles sont les solutions pour concilier vie personnelle et vie professionnelle ? Pourquoi les jeunes femmes, plus diplômées visiblement que les garçons aujourd'hui, ont-elles autant de difficultés à s'imposer dans la vie active ? Rendez-vous demain au forum Elle Active avec en prime de nombreux ateliers pour apprendre à faire par exemple sa propre promo, à mieux s'organiser, à booster son CV et même à booster son CV avec un congé parental. Bref, tout ça, c'est demain 14h. À demain Olivia. À demain Iléna. D'ici là, n'oubliez pas, une petite onde de téléphone portable est parfois moins toxique qu'une mauvaise haleine. C'était Elena Morna. Dans un instant, nous retrouvons Laurent Ruquier sur Europe 1.